Bonjour et bienvenue dans ce cadre champêtre pour la présentation d'un nouveau projet qui change un peu de ceux d'habitude, puisque on reçoit aujourd'hui un modèle que vous avez déjà vu sur la chaîne, une E46 compacte dans sa version monstrueuse avec le 4 cylindres 1,8 litre N42. Et l'idée derrière cet achat, c'était de montrer qu'il était possible de s'offrir une voiture économique, même très économique, sans trop sacrifier au plaisir d'utilisation. Et si vous avez le sens du détail, vous avez peut-être remarqué une certaine dissymétrie dans la face avant de la voiture. Et vous ne serez pas trompé. Comme cette 316 Ti ne tombe pas du ciel, ce qui cependant aurait pu expliquer les dégâts, il faut que je vous avoue que je ne l'ai pas trouvé moi-même. C'est Stéphane, un ami de longue date, qui m'a proposé de l'acheter pour moi, habitant à 2 pas de chez le vendeur. Voici l'annonce qui partait sur une base de 750 €. On peut saluer ses talents de négociation puisqu'il a réussi à tirer le prix à 600. Si vous vous demandez si l'annonce était mensongère, ne montrant pas les dégâts, la réponse est non. Et l'explication est celle qu'on devine au travers des images suivantes. Je t'entends. Vas-y, continue. Non, ce n'est pas un tracteur ni une voiture sans permis qui arrive pied au plancher, mais bien une E46 compacte qui était vendue comme présentant un manque de puissance. Et encore une fois, on peut dire que le vendeur n'a pas menti. Je suis là. Ah mais, tu t'es dit qu'il y avait peut-être pas assez de travail? Notre convoyeur de l'extrême a semble-t-il été déstabilisé par la neurasthénie de la BMW et a été chatouillé à un rail de sécurité. Vous découvrirez dans quelques secondes qu'un autre aspect a pu contribuer à ce fâcheux incident qui heureusement n'a pas causé trop de dégâts collatéraux. Le radiateur est étanche et on peut parler de tôle froissée, sans plus. Voilà, ça peut expliquer bien des choses, non? La voiture est un peu plus cassée qu'au départ. C'est ça, malheureusement. Bonne petite glissade. Bien, mais... Alors voilà, on attaque la montée. Et là, ça va être intéressant. On va à un train de sénateur, à noter. Est-ce qu'on est plus rapide qu'une 2 chevaux ou est-ce qu'on est plus rapide qu'une Fiat 500 de l'époque? Non, en fait, on est plus rapide qu'une voiture sans permis. C'est déjà ça. Parce que je l'ai... Pas encore, parce que là on est encore à 40. Bah ouais, mais j'en ai une doublée une tout à l'heure et bon, j'avoue qu'après elle m'a rattrapé au feu, donc Voilà, c'était pas je gagné. mets pas pied au plancher parce que ça sert à rien, je crois. Non, ça sert à rien, je te confirme. Après ces quelques centaines de mètres parcourus pour estimer la puissance de la BMW à environ 50 chevaux, je vais vous la montrer plus en détail. De 2003, il s'agit d'une phase 2 qui se reconnaît à son rayon légèrement différent, mais surtout par ses feux arrière dont la version transparente, visible ici sur la voiture de Clara, a tant fait couler d'encre. BMW est donc revenu judicieusement à des feux teintés rouges, ce qui est, il faut l'avouer, plus digeste. Le double lance-patate traversant la jupe du pare-choc arrière n'est évidemment pas d'origine, mais il semble que ce soit un silencieux d'assez bonne qualité. Il se pourrait donc que je ne lance pas de procédure d'expulsion. Les jantes ne sont pas non plus comprises dans la dotation d'origine de cet exemplaire qui se limitait à d'abominables enjoliveurs montés sur des jantes de 15 pouces. Là on retrouve des 17 malheureusement généreusement dotés en pneumatique sur des jantes dont je n'arrive pas à retrouver la provenance, mais qu'il me semble avoir déjà vu sur d'autres BMW. Si vous n'êtes pas dans ce cas, n'hésitez pas à partager votre savoir. Allez, on va dire qu'au moins comme ça elle sort de l'ordinaire. On pourrait même s'aventurer à affirmer que ça lui donne du caractère. Un petit côté Mad Max peut-être. Alors cette couleur s'appelle Graugruen, soit littéralement vert bleu. Et pour ma part je la trouve plutôt sympa, en tout cas plus facile à vivre que le doré que j'ai pris l'habitude de voir au quotidien. Issu de la liste des options choisies pour cette voiture, on remarque ici les anti-brouillard avant. Bon, à choisir, j'aurais largement préféré passer outre les sièges standards des E46 qui n'ont hélas pas ma faveur, plutôt que de me retrouver avec ces anti-brouillards plutôt inutiles.
Toujours les mêmes sièges fermes et sans maintien qu'on retrouve sur trop de BMW dénués d'options siège sport depuis la E36. Et en plus, pour parfaire le tout, ils vieillissent mal. L'accoudoir montrant des signes de fatigue est lui aussi issu du catalogue des options, ce qui n'est en revanche pas le cas des modifications d'un goût douteux présentées ici. Le levier de frein à main mal fixé, les ridicules soufflets Motorsport et le morceau de console centrale intégralement repeint en gris, bouton d'appairage du téléphone inclus. Équipement bien moins courant sur les compacts à l'époque, le navigateur GPS enfin disponible en 16/9. Ça c'était inattendu. Juste en dessous, on retrouve aussi les commandes de la climatisation automatique optionnelle. On complète la liste des petits extras avec ce volant qui remplace avantageusement l'immondice proposé de série et qui présente les commandes du téléphone, du poste radio et du régulateur de vitesse. Du bout des doigts, ici on peut remarquer qu'on a le droit de naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord. Alors si cette débauche de technologie doit faire sourire les propriétaires de véhicules bien plus récents, il n'empêche que l'on retrouve bien plus que l'essentiel pour conduire sereinement. En bonus, dans le cas présent, on voit que cet exemplaire n'est pas trop kilométré. Au départ, le principal problème à résoudre est donc la fameuse perte de puissance que subit ce brave 1,8 litre qui à l'époque était bourré de technologie. Par exemple, le double Vanos et le Valvetronic pour ne citer que. J'en ai déjà parlé à l'occasion du comparatif contre une 330 Ci, mais malgré ses 115 chevaux affichés, il procure un agrément de conduite tout à fait satisfaisant, quand il fonctionne convenablement. On le voit ici dénué de ses caches et conduites d'air et on remarque que, comme tous les moteurs BMW de l'époque, c'est une vraie passoire. Le cadre champêtre c'est bien sympa, mais maintenant il va falloir que j'essaye de me sortir de là parce que pour y arriver c'était déjà bien boueux et j'ai un peu galéré. Ça va être l'occasion de mettre à l'épreuve notre nouvel achat et de montrer et pourquoi on l'a payé si peu cher. Elle démarre toujours correctement, ça y a pas de problème. Par contre, assez rapidement, on se rend compte que ça tourne quand même un peu bizarrement. Ouais. Alors, allons-y. Est-ce qu'on va réussir à faire demi-tour? On va essayer, en tout cas. Hein? C'est plus facile dans ce sens-là. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne parce que ça vaut le détour quand même. J'en ai déjà conduit quelques-unes des voitures qui étaient en défaut moteur. Mais celle-là, il y a du niveau. Non mais ça c'est normal, pas de problème. Très cool, ça va. Bon, déjà, défaut ESP, ça c'est souvent lié en fait à un souci mécanique et pas vraiment du système de freinage. Dans l'ensemble, la bagnole roule tout
ça tire à gauche. Sur E46, c'est pas étonnant, les triangles prennent des cils en bloc qui sont assez fragiles. Ah, il est carrément calé là. Allez. On n'avait pas encore fait ça. Allez, on repart. Un petit bout de garde-boue. Et là, je vais mettre pied au plancher. Allez, on y va. Ouais. Voilà, c'était donc très impressionnant, je pense. Et j'espère que vous avez pu profiter de sa superbe sonorité en approchant cette nouvelle zone rouge au niveau de 4000 tours. Ouais. On va avoir un peu de travail. Mais franchement, il y a du potentiel. Carrosserie à part. Ce petit morceau, elle est quand même franchement propre. Je profite de cet épisode pour vous présenter quelques nouveautés qui, je l'espère, traduisent ma volonté de faire de cette chaîne un succès grâce à l'achat de matériel plus performant au sein même de la communauté gravitant autour de groupes Facebook. Une caméra grand angle que vous avez pu voir à l'œuvre il y a quelques minutes, ainsi qu'un système de capture audio qui permet, il me semble, de mieux restituer l'ambiance à bord. En parallèle, j'ai pu remplacer l'objectif qui avait bien souffert durant les opérations de soudure de la Honda. Des améliorations dont vous êtes potentiellement des acteurs puisque certains d'entre vous contribuent financièrement à la poursuite de nos aventures via les dons sur Tipeee. Alors, merci à tous et à bientôt.